En quelques secondes, le jeudi 19 mars 2026, la guerre a changé de visage. Et pendant ce temps-là, Netanyahou était en conférence de presse en train d'affirmer que l'Iran n'avait plus de missiles balistiques. La fumée au-dessus de Haïfa a répondu à sa place. Voici ce que vous devez comprendre avant tout le reste. La raffinerie de Haïfa, c'est pas un symbole. C'est une artère vitale. 197 000 barils de pétrole par jour. 50% du diesel et de l'essence consommée sur tout le territoire israélien. C'est ce qui fait rouler les camions, chauffer les hôpitaux, voler les avions militaires. Et elle vient d'être frappée. 2 fois. En 2 semaines. Je suis Alexandre Vauclair, analyste en géopolitique et finance. Et si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous sentez que quelque chose de grave est en train de se passer. Vous avez raison. Pour comprendre ce moment, il faut d'abord comprendre une chose que personne ne veut admettre clairement. L'Iran n'a pas frappé Haïfa par accident. Il n'a pas frappé par désespoir. Il a frappé parce qu'il l'avait annoncé, parce que c'est sa doctrine, et parce qu'il en avait parfaitement les moyens. La logique est simple, brutale, et elle a été répétée depuis le premier jour du conflit. Tu frappes ma raffinerie, je frappe la tienne. Tu brûles mon pétrole, je brûle le tien. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est une stratégie écrite, documentée, annoncée. Et que tout le monde à Tel Aviv et à Washington a choisi de ne pas prendre au sérieux. Erreur fatale. La nuit du 7 au 8 mars, Israël et les États-Unis avaient frappé les dépôts pétroliers de Téhéran. 4 installations en feu. Des nuages de fumée noire enveloppant la capitale iranienne pendant des heures. Les habitants confinés chez eux, fenêtres fermées. Les gardiens de la Révolution avaient répondu la nuit même. Missiles Skebarkan sur la raffinerie de Haïfa. C'était déjà la 27e vague de l'opération Promesse Honnête 4, et l'Iran avait déclaré, noir sur blanc, en réponse à l'attaque contre notre raffinerie, nous venons de cibler la vôtre. 10 jours plus tard, le 19 mars, c'était la 9e attaque de la journée. La 9e. 10 salves depuis minuit. 10 fois les sirènes. 10 fois la population israélienne courant vers ses abris. Et dans cette 9e vague, un missile balistique à tête chercheuse a frappé à nouveau la raffinerie de Haïfa. Un épais panache de fumée grise, visible depuis toute la baie, diffusé en direct sur la chaîne publique israélienne Cannes, sans commentaire, pendant plusieurs minutes. Parce que certaines images n'ont pas besoin de mots. Le ministre israélien de l'énergie a déclaré que les dommages n'étaient pas significatifs. Arrêtons-nous là, une seconde. Une raffinerie de pétrole touchée par un missile balistique en temps de guerre, ce n'est pas un dégât mineur qu'on répare le lendemain. Chaque frappe crée des fissures dans les circuits, des microfuites dans les tuyauteries, des déformations thermiques dans les structures métalliques. Des dégâts invisibles qui s'accumulent et qui transforment, frappe après frappe, une installation qui fonctionnait en une installation qui ne peut plus fonctionner du tout. La raffinerie de Haïfa représente 50% de la capacité de raffinage israélienne. Sa dégradation progressive, ce n'est pas une anecdote. C'est une pression systémique sur la capacité d'Israël à mener une guerre longue. Ce qui est remarquable dans la stratégie iranienne, c'est sa précision. L'Iran ne bombarde pas au hasard. Il ne vise pas des zones résidentielles pour faire peur. Il cible des installations industrielles et énergétiques avec une précision chirurgicale qui dit 2 choses très claires, un renseignement solide et une préparation opérationnelle longue. Et ce même 19 mars, l'Iran a frappé simultanément Haïfa au nord et la raffinerie d'Ashdod au sud, les 2 extrémités du territoire israélien, en même temps. Ce que ça dit est glaçant. Il n'existe plus de zone sûre pour les grandes infrastructures industrielles israéliennes. La couverture missile iranienne atteint l'intégralité du territoire. Et le porte-parole de l'armée israélienne lui-même l'a admis lors d'une conférence de presse précédente avec des mots qui méritent d'être répétés. La défense n'est pas hermétique. Maintenant, regardons ce qui se passait pendant ce temps-là du côté des dirigeants. Netanyahou déclarait, le même jeudi, que beaucoup de signes indiquaient que le régime iranien était en train de céder, que l'Iran n'avait plus aucune capacité de produire des missiles balistiques, que la guerre allait se terminer bien plus vite que ce que les gens imaginaient. Dans les heures qui ont suivi, 10 salves de missiles iraniens. La 9e d'entre elles touchant la principale raffinerie du pays. Un régime sans missiles balistiques vient d'en tirer 10 salves dans la même journée. Cette contradiction n'a pas besoin d'être commentée.
Elle se commente d'elle-même dans les images de fumée au-dessus de Haïfa. Trump, lui, naviguait ses propres contradictions lors de la conférence de presse avec le Premier ministre japonais Ishiba. Interrogé sur pourquoi il n'avait pas prévenu ses alliés avant d'attaquer l'Iran, il a répondu avec une formule qui a fait le tour du monde. « Vous ne voulez pas envoyer de signaux. Nous voulions la surprise. Et qui sait mieux que le Japon ce qu'est la surprise? Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de Pearl Harbor ?» La caméra a capturé le visage d'Ishiba dans les secondes qui ont suivi. Ce visage dit, sans un seul mot, tout ce que les alliés de l'Amérique pensent de la direction que prend ce conflit. Mais cette référence à Pearl Harbor dit aussi quelque chose que Trump n'avait peut-être pas prévu de dire. La surprise japonaise de 1941 avait fonctionné tactiquement. Elle avait aussi déclenché l'entrée en guerre des États-Unis et, au final, la défaite totale du Japon. La surprise n'est pas toujours une démonstration de puissance. C'est parfois le début d'une guerre qu'on ne gagne pas. Et le Japon, justement, dépend à 95% du pétrole qui transite par le détroit d'Ormuz. C'est le pays au monde qui a le plus besoin que ce détroit reste ouvert. Trump l'avait dit lui-même. Et pourtant, le Japon n'a pas envoyé ses destroyers dans le Golfe. Il a regardé, calculé et choisi de rester à l'écart. Pourquoi? Parce que l'Iran a démontré quelque chose de très précis depuis le début de ce conflit. Il frappe ceux qui participent à la guerre contre lui, directement ou indirectement. Ras Laffan au Qatar, la raffinerie saoudienne de Samref, les installations d'Abu Dhabi, qui a fermé ses installations gazières par précaution. Rejoindre la coalition américaine, même symboliquement, c'est devenu une invitation à recevoir des missiles sur ses propres infrastructures énergétiques. Aucun gouvernement ne peut ignorer ça. Le bilan de ce 21e jour est vertigineux. Haïfa bombardé, Ashdod ciblé, Ras Laffan frappé plusieurs jours de suite, South Pars en flammes, la raffinerie Mina al-Ahmadi du Koweït touchée pour la deuxième fois, la raffinerie saoudienne de Samref atteinte par un drone, Abu Dhabi fermant ses installations gazières par précaution, un navire en feu dans le golfe d'Oman près du détroit d'Ormuz. Plus de 900 morts au Liban depuis l'ouverture du front libanais le 2 mars, dont 111 enfants. Ce n'est pas une guerre contenue dans des limites géographiques ou politiques. C'est un embrasement régional qui touche 6 ou 7 pays simultanément et qui, pour la première fois depuis 1973, frappe les infrastructures énergétiques de plusieurs grands exportateurs de pétrole et de gaz en même temps. Le Brent oscille entre 110 et 115 $. L'Union européenne, réunie en sommet à Bruxelles ce même jeudi, a appelé à un moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques. Un moratoire. Ce mot dit que les 27 nations de l'Union, les alliés les plus proches des États-Unis, en dehors des pays anglo-saxons, regardent les flammes de Haïfa, les flammes de Ras Laffan, les flammes de Samref, et voient dans ces feux la menace directe d'une crise énergétique dont l'Europe ne s'est pas encore remise depuis 2022. Mais les appels à la modération dans cette guerre arrivent toujours trop tard pour la frappe qui vient d'avoir lieu, et trop tôt pour la frappe qui va suivre. Le moratoire de Bruxelles n'a pas empêché la 9e salve iranienne de toucher Haïfa. Il n'empêchera pas la prochaine. Il reste une dimension de tout ceci qu'on n'évoque jamais assez. Haïfa n'est pas seulement une ville industrielle, c'est l'une des villes les plus cosmopolites d'Israël. Celle où Juifs et Arabes ont construit une coexistence urbaine qui fait exception dans toute la région. Une ville de chercheurs, d'ingénieurs, d'artistes, une ville portuaire qui regardait la mer et le monde avec une ouverture que la guerre est en train de refermer. Ses habitants courent vers les abris 10 fois par jour. Leurs enfants font classe dans des sous-sols. Leurs fenêtres vibrent sous les explosions. Et maintenant, la fumée de leur raffinerie se mêle à la fumée des missiles interceptés au-dessus de leur tête. Du côté iranien, l'asymétrie est brutale. Plus de 1300 civils tués depuis le 28 février selon les chiffres officiels. Des enfants morts dans une école près de Bandar Abbas dans les premières heures de la guerre. Le palais du Golestan, patrimoine mondial de l'UNESCO, endommagé. 56 musées et sites historiques touchés. Pendant ce temps, le ministre israélien de l'énergie parle de dommages non significatifs parce qu'aucune victime n'est à déplorer à Haïfa ce soir-là. Cette asymétrie dans la comptabilité des souffrances n'est pas neutre.
Elle alimentera pendant des décennies le récit de la résistance iranienne, bien au-delà de la fin de ce conflit. Netanyahou a promis que cette guerre se terminerait bien plus vite que ce que les gens imaginent. Cette promesse, dans la bouche d'un homme dont le pays encaisse 10 salves de missiles dans une seule journée, au 21e jour d'un conflit qui devait durer 72 heures, c'est la même promesse que Poutine faisait sur l'Ukraine en février 2022. La même que Bush faisait sur l'Irak en mars 2003. L'histoire de ces promesses-là n'est pas encourageante pour ceux qui les font. Elle l'est davantage pour ceux qui résistent en attendant qu'elles s'épuisent. L'Iran tire sur Haïfa pour la 2e fois en 2 semaines. La fumée monte, la raffinerie ferme certaines de ses unités et la guerre continue. 21 jours. 10 salves de missiles dans une seule journée. Netanyahou dit que l'Iran est en train de céder. La fumée au-dessus de Haïfa répond à sa place. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, abonnez-vous. Cette guerre change d'échelle toutes les 24 heures et vous ne voulez pas rater ce qui vient. Et dites-moi dans les commentaires, vous croyez Netanyahou quand il dit que l'Iran est en train de céder? Ou vous pensez que 10 salves de missiles dans une journée, c'est plutôt le contraire? Je lis tout. À très bientôt.